Nous voici arrivés au chapitre 26 sur les espaces euclidiens et pré-hilbertiens réels. Dans tout ce chapitre, nous allons parler de produits scalaires. Nous allons commencer par donner la définition de base de ce chapitre. Qu'est-ce qu'un produit scalaire? Nous allons toujours dans ce chapitre travailler sur E, qui sera un espace vectoriel réel. Tout va être réel dans ce chapitre. Pour la généralisation à des produits scalaires qui ne s'appelleront plus tout à fait comme ça, sur des espaces complexes, je vous donne rendez-vous l'année prochaine en SPE. Il y a une définition qui tient en une phrase, qui est la suivante, et que nous allons ensuite décrypter. On appelle produit scalaire sur E toute forme bilinéaire, symétrique, définie et positive sur E. Alors bien sûr, nous allons donner des définitions précises de tous ces mots de vocabulaire. Donc plus précisément, soit phi une application de E croix E dans R. Phi est un produit scalaire si elle vérifie les points suivants. Donc déjà dans la définition de phi, nous voyons apparaître comme ensemble d'arrivées R, ce qui va correspondre au fait que nous avons une forme. Elle est bilinéaire, donc son ensemble de départ doit bien être constitué de deux variables, donc l'ensemble de départ sera bien E croix E. Et donc phi est un produit scalaire si, j'aurais pu écrire ceci, si donc elle vérifie les points suivants. Premièrement, phi est bilinéaire. Bon, je ne réécris pas la définition ici. La définition de forme bilinéaire a été vue dans le chapitre précédent sur les déterminants. Phi est symétrique. Cela aussi est une définition qui a été vue dans le chapitre précédent. Ce sont surtout les deux derniers points qui méritent d'être définis. Alors, commençons par positive. Ce mot peut être un peu ambigu. Ce qu'il signifie ici, c'est que pour tout x dans E, si nous calculons phi de x et x, phi de x, il doit être positif. Cela ne signifie pas que phi est à valeur dans R+, comme on pourrait le penser. Mais cela dit, ce terme de forme bilinéaire positive fait partie du vocabulaire habituel, et il faut l'entendre avec ce sens-là. Et pour le dernier mot, phi est défini. Là encore, ce mot peut être ambigu, cela ne signifie pas que la fonction est bien définie, cela signifie la chose suivante. Pour tout x dans E, nous savons déjà que phi de x est positif, mais ce dernier point nous dit que phi de x est nul, si et seulement si x est nul. D'accord? Donc si x n'est pas le vecteur nul, phi de x et de lui-même va être strictement positif, et si x est nul, phi de x est nul, ce qui est logique et obligatoire puisque phi est bilinéaire. Avant de commencer à donner des exemples, faisons tout d'abord quelques remarques. Une première remarque sur les notations. Souvent, phi de xy est noté, souvent, ce n'est pas automatique, comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci. Ce sont les quatre notations tout à fait habituelles pour des produits scalaires. Il n'y a aucune obligation à utiliser ces notations, nous pouvons très bien appeler phi un produit scalaire et écrire phi de x et de y, le produit scalaire des vecteurs x et y, mais cela dit, ces quatre notations sont plus souvent employées. Évidemment, la troisième pose un petit peu problème parce que cette notation est ambiguë. On peut confondre ici le produit scalaire de x et de y avec le couple xy. Donc personnellement, je n'utiliserai jamais cette notation pour désigner un produit scalaire. Par contre, les trois autres peuvent être très fréquemment rencontrés. Donc, il est mieux de prendre une habitude et de choisir une de ces notations et de la garder. C'est ce que j'essaierai de faire, mais c'est vrai que parfois, nous prenons n'importe laquelle des trois, cela ne pose pas de problème. Autre remarque, vous aurez
dans ce chapitre, en tout cas assez fréquemment, des exercices de la forme voici telle fonction, montrer que c'est un produit scalaire. Il faut donc montrer les quatre points de cette définition. En général, nous commençons toujours par bilinéaire. En tout cas, dans les définitions, c'est comme cela qu'elles sont souvent données. Le premier point qui est donné dans la définition est la bilinéarité. Mais après, il y a la symétrie. Et nous remarquons que par symétrie, si phi est linéaire suivant la première variable, elle est nécessairement, si elle est symétrique, elle est nécessairement aussi linéaire par rapport à la deuxième variable. Il vaut donc mieux commencer par montrer d'abord que la fonction est symétrique, ensuite nous n'avons plus qu'à montrer la linéarité par rapport à une variable et dire qu'elle sera automatiquement linéaire par rapport à la deuxième variable. Cela est un peu plus court dans la démonstration. Donc si phi est symétrique et linéaire par rapport à la première variable, elle est bilinéaire. Allez, en guise d'échauffement, nous allons le démontrer. Soit x et y, deux vecteurs de E, alors nous allons même devoir en prendre 3, soit x, y, z, 3 vecteurs de E et lambda, un réel. Nous voulons montrer en tout cas que nous pouvons développer phi de x et de y plus lambda z. Dans un premier temps, nous utilisons la symétrie, cela est égal à phi de y plus lambda z virgule x. Puis nous utilisons la linéarité par rapport à la première variable. Ceci est égal à phi de y et de x plus lambda fois phi de z et de x. Et enfin, en réutilisant une seconde fois la symétrie, nous avons bien le résultat que nous voulions. D'accord ? Donc souvent dans les exercices, quand vous devrez montrer qu'une fonction est un produit scalaire, je vous conseille de commencer par montrer qu'elle est symétrique, et ensuite vous pouvez passer à la linéarité par rapport à une seule variable. Nous allons donc maintenant donner des exemples. Alors évidemment, les produits scalaires usuels sur R2 et R3, ceux que vous connaissez depuis le collège, sont bien des produits scalaires. Ils sont nommés produits scalaires usuels. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin. Alors démontrons là aussi, c'est le début du chapitre, c'est très simple, mais démontrons que le produit scalaire sur R2 est bien un produit scalaire. Donc nous allons utiliser la notation avec des chevrons et une barre verticale au milieu par exemple. Donc nous introduisons cette fonction, la fonction qui va aller de R2 dans R2, de R2 croix R2 dans R2, dans R, décidément, dans R, pardon, et donc qui a un couple de couples, a un couple AB et un couple CD, va associer le produit scalaire AC plus BD, qui sera donc noté avec ses chevrons. Évidemment, c'est bien une forme, en tout cas, l'ensemble d'arrivée est bien R. Nous allons commencer par montrer qu'elle est symétrique. Pour cela, de toute façon, dans la suite de la démonstration, nous allons avoir besoin de 3 couples. AB, CD, EF, 3 couples de R2, et nous prendrons lambda, un réel. Alors, le produit scalaire de AB et de CD est égal à AC plus BD par définition, et nous voyons sans peine qu'il est bien aussi égal au produit scalaire de CD et de AB. Donc déjà, nous avons ce qui dans la définition correspond au point numéro 2, nous avons la symétrie. Pour la linéarité par rapport à la première variable, il n'y a pas là non plus de difficulté particulière. Par définition, ceci c'est A plus lambda C fois E, plus B fois lambda D, plus lambda D fois F, ce qui, après développement, donne bien AB scalaire EF, plus lambda fois AB scalaire, CD scalaire EF.
ce qui est bien le point numéro 1. Alors, enfin, en tout cas, nous avons montré la linéarité par rapport à la première variable. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, par symétrie, ce produit scalaire est bien bilinéaire. Le point numéro 3 ne pose pas trop de problèmes non plus. AB scalaire AB est égal à A carré plus B carré, qui est bien sûr positif. Et pour terminer, si AB scalaire AB est nul, alors A carré plus B carré est nul, comme c'est une somme de deux termes positifs, A et B ne peuvent être que nuls. Donc nous avons montré que c'est bien un produit scalaire. Bon, les exercices où on vous demande de montrer que telle fonction est bien un produit scalaire sont en général simples. Ils peuvent être un peu longs à rédiger parce qu'il y a quand même 4 points à démontrer. La linéarité, la bilinéarité peuvent être un peu casse-pieds à rédiger, mais ils sont très simples. En général, les 3 premiers points ne posent jamais de problème. Le seul point qui peut être plus délicat, c'est le dernier point, le point numéro 4. Sur ce produit scalaire sur R2 ou sur R3, il est malgré tout relativement simple. Donc, nous avons appelé ces produits scalaires les produits scalaires usuels, car ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Nous pouvons donner un exemple. Regardons par exemple ce produit scalaire que je vais noter avec un indice 2 pour ne pas le confondre avec le produit scalaire usuel que nous venons d'étudier juste avant. Donc nous allons le définir comme une application évidemment de R2 croix R2 dans R, qui a deux couples x1, y1 et x2, y2, va associer le réel x1, x2, moins y1, x2, plus 2y1, y2, moins x1, y2. Nous allons montrer que c'est un produit scalaire. Plus exactement, je vais vous laisser démontrer de votre côté la symétrie, la bilinéarité et la positivité, qui ne posent absolument aucun problème. Nous allons juste montrer que cette forme linéaire est définie, c'est-à-dire que phi de xx ne s'annule que si x est nul. Donc prenons un vecteur xy dans R2, tel que le produit scalaire, donc numéro 2, de xy avec lui-même est nul. Alors si nous développons avec la formule, nous obtenons x carré moins yx plus 2y carré moins à nouveau yx égale 0. C'est-à-dire x2 plus 2y2 moins 2xy est nul. Alors dans tout ce genre d'exercice, de manière très classique, nous allons faire apparaître des identités remarquables. Nous repérons qu'ici nous avons bien x moins y au carré plus y carré. C'est une somme de deux carrés, donc si leur somme est nulle, c'est que ces deux carrés sont nuls. Donc x moins y au carré est égal à y au carré est égal à 0, et donc x moins y est égal à y qui est nul, donc le vecteur xy est bien nul. Nous avons démontré le point numéro 4 de la définition, ceci est bien un produit scalaire sur R2. Ce n'est pas du tout le produit scalaire usuel. Donc si nous prenons, alors je vais prendre deux vecteurs au hasard, si je prends ces deux vecteurs et que je calcule leur produit scalaire usuel, alors d'ailleurs ici j'ai utilisé notation avec des chevrons, mais il est vrai que pour les produits scalaires usuels dans R2 et R3, très souvent, nous nous contentons d'écrire les deux vecteurs avec un point entre les deux. Nous obtenons 0. Ce qui, d'un point de vue géométrique, signifie que ces deux vecteurs sont orthogonaux, à condition de prendre une base orthonormale adaptée, mais nous reviendrons sur cela plus tard dans le chapitre. Si je garde ces deux mêmes vecteurs, et que je calcule le produit scalaire numéro 2, je vais donc obtenir 1 plus 1 donc moins 1 ici, hein, et ensuite 2 fois y1 fois y2, c'est-à-dire moins 2, moins maintenant x1 fois y2, c'est-à-dire moins 1. Et j'obtiens donc moins 1, ce qui n'est évidemment pas 0, donc nous voyons que pour ces deux produits scalaires, quand nous prenons les mêmes vecteurs, nous n'obtenons pas les mêmes produits scalaires. En tant qu'application, ces produits scalaires sont vraiment très différents.
Des produits scalaires de la forme de celui que nous avons appelé numéro 2, vous pouvez en construire à l'appel, il suffit de jouer un petit peu avec les coefficients, en faisant toutefois attention que le point numéro 4 de la définition doit bien être vérifié. Mais nous pouvons construire une infinité de produits scalaires sur R2, qui ne seront jamais les mêmes, et qui ne correspondront pas aux produits scalaires usuels. Nous allons donner d'autres exemples de produits scalaires usuels, autres que sur R2 et R3, c'est-à-dire sur tous les R puissance n. Un tout petit point sur les notations. Vous voyez qu'ici, dans le produit scalaire numéro 2, j'ai conservé x pour le nom de l'abscisse et y pour le nom de l'ordonnée, et j'ai utilisé les numéros 1 et 2 pour désigner le premier et le deuxième vecteur. Là, je vais passer sur une autre notation d'un autre type, parce que sinon, sur Rn, nous allons être embêtés si nous donnons une lettre différente par coordonnée. Quand nous allons avoir n coordonnées, nous ne pourrons pas avoir n lettres différentes. Alors, c'est toujours une source de confusion dans les exercices. C'est un petit peu pénible, mais il faut s'adapter. Donc, si je récapitule et que je donne le produit scalaire usuel sur R2. Donc, nous prenons un vecteur de coordonnées x1, x2 et un vecteur de coordonnées y1, y2. Le produit scalaire, c'est x1, y1 plus y2, x2. Maintenant, dans R3, si je prends un vecteur de coordonnées x1, x2, x3, et un second vecteur de coordonnées y1, y2, y3, leur produit scalaire, vous le savez, c'est donc bien x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3. Nous allons généraliser cette formule. Si nous nous plaçons dans Rn, nous allons appeler produit scalaire usuel, le produit scalaire tel que le vecteur x1, xn scalaire le vecteur y1, yn, ce produit scalaire sera égal à la somme pour i allant de 1 à n des xi, yi. C'est donc le produit scalaire usuel sur R puissance n. Donc vous remarquerez que là encore, la notation habituelle pour ce produit scalaire usuel, ce n'est pas l'utiliser des chevrons ou des barres verticales, c'est à nouveau uniquement le premier vecteur, petit point, le deuxième vecteur, et même parfois, en tout cas lorsque nous utilisons des lettres pour désigner un vecteur, le point est parfois omis. Alors ici, les coordonnées xi et yi sont exactement les coordonnées de nos deux vecteurs dans la base canonique. Cela permet aussi de définir des produits scalaires usuels sur tous les espaces vectoriels dans lesquels nous avons une base canonique, typiquement Rn crochet x. Donc la base canonique de Rn crochet x, nous savons que c'est la base constituée des polynômes 1, x jusqu'à x puissance n. Si grand A est le polynôme de coordonnées qui est égal au polynôme petit a, somme des AI grand xi, et grand B lui aussi de degré au plus n est la somme des i allant de 0 à n des bi xi, alors dans la base canonique, nous pouvons écrire que grand A est égal au vecteur de coefficient A0, de coordonnées pardon, A0 à n. Et grand B est le polynôme de coordonnées B0, Bn. Donc, de la même manière que nous avons construit le produit scalaire usuel sur R puissance n, nous allons construire ce produit scalaire usuel sur Rn crochet x. Le produit scalaire usuel de Rn crochet x, c'est donc le produit scalaire qui va aller de Rn crochet x croix Rn crochet x dans R, et qui a un polynôme somme des ai xi et un second polynôme somme des bi xi, va associer la somme pour i allant de 0 à n des ai fois bi, ce qui correspond exactement au produit 2 à 2 des coordonnées de grand A et de grand B dans la base canonique. Donc, à chaque fois que vous avez un espace vectoriel de dimension finie et une base, finalement qu'elle soit canonique ou pas, peu importe, dès que vous prenez deux vecteurs et que vous détaillez les coordonnées de ces vecteurs dans cette base, avec cette formule ici, vous obtenez un produit scalaire sur votre espace vectoriel. Vous pouvez donc construire des produits scalaires sur tous les espaces vectoriels de dimension finie.
l'appellation habituelle est que si la base que vous avez utilisée pour donner les coordonnées est la base canonique, alors ce produit scalaire sera appelé produit scalaire usuel sur votre espace vectoriel en question. Nous allons finir avec un dernier produit scalaire qui, lui, n'est pas un produit scalaire sur un espace vectoriel de dimension finie. Ici, nous allons prendre comme espace vectoriel l'ensemble de toutes les applications continues sur l'intervalle le segment 0,1 et à valeur dans R. Pour cet exemple, le segment de départ sera le segment 0,1, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre segment réel. Le produit scalaire que nous allons définir est le suivant. Reprenons cette notation-là. Nous allons définir l'application qui va donc aller de E croix E dans R, et qui a un couple de fonctions continues f et g, va associer l'intégrale de 0 à 1 de f fois g. Donc nous allons montrer que c'est un produit scalaire. Là encore, l'aspect symétrique, la bilinéarité et la positivité ne posent aucun problème. La symétrie, nous savons que l'intégrale de f fois g est égale à l'intégrale de g fois f. La bilinéarité découle de la linéarité de l'intégrale, et évidemment l'intégrale de 0 à 1 de f au carré est l'intégrale de 0 à 1 d'une fonction positive et est donc positive. Là encore, le dernier point est le plus compliqué à vérifier, et nous allons ici le détailler, même si nous avons tous les outils qu'il faut dans le chapitre sur les intégrales pour répondre rapidement. Si f est donc une fonction continue sur 0,1 à valeur dans R, tel que f scalaire f est nul, alors cela signifie que l'intégrale de 0 à 1 de f au carré est nulle. Et nous avons un théorème qui nous permet de conclure. Or, f carré est positive, et j'insiste, car cette hypothèse est très souvent oubliée, f carré est continu. Donc, comme son intégrale est nulle, f carré est nul, et f est nul. Ce produit scalaire est donc bien un produit scalaire, et il est lui aussi nommé produit scalaire usuel sur l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R. Contrairement aux autres produits scalaires usuels que nous avons vus, il ne découle pas d'une base canonique dans laquelle nous aurions donné les coordonnées des vecteurs. Donc c'est un exemple un petit peu différent. Nous remarquons maintenant que si nous identifions un polynôme à son application polynomiale, d'une certaine manière, nous pouvons dire que R crochet x est inclus dans l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R, à condition donc de considérer nos polynômes comme des fonctions qui peuvent être restreintes à 0,1 et qui sont à valeur dans R. Nous savons qu'elles sont continues. Donc ce même produit scalaire permet de définir un produit scalaire sur l'ensemble des polynômes. Donc l'application de R crochet x au carré dans R, qui a deux polynômes grand A et grand B, va associer l'intégrale de 0 à 1 de A tilde fois B tilde. Alors ici, pour être un peu plus précis, nous explicitons bien que nous intégrons des fonctions, et si l'on veut vraiment faire la différence entre polynôme et fonction, A et grand B seront des polynômes, et A tilde et B tilde seront les fonctions polynomiales associées. Eh bien, cette application est un produit scalaire. Si nous le restreignons encore un petit peu, évidemment, de même, nous pouvons le définir uniquement sur des polynômes de degré O plus n. Exactement de la même manière. Donc lui aussi, c'est un produit scalaire, ici sur Rn crochet x. Il n'a rien à voir avec le produit scalaire usuel. Il n'a rien à voir avec le produit scalaire usuel sur Rn crochet x. Donc ne vous perdez pas dans les dénominations. Ce produit scalaire construit à partir d'une intégrale est appelé produit scalaire sur l'ensemble des fonctions continues. Si nous le restreignons à l'ensemble des polynômes de degré O plus n, il ne s'appelle plus produit scalaire usuel car nous avons déjà un produit scalaire usuel sur cet ensemble-là. Donc par exemple, si je prends le polynôme grand A égale à 1 plus x
et le polynôme grand B égale à 1 moins x. Pour le produit scalaire usuel, que nous allons donc noter juste avec un point, c'est-à-dire ici, si nous décomposons ces vecteurs dans la base canonique, nous avons 1, 1, scalaire 1, moins 1, nous obtenons 0. Si je donne un nom au produit scalaire usuel que je viens de définir au-dessus, je le remets ici. Alors, avec cette notation, A scalaire B, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t fois 1 moins t dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré dt, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, et donc 2 tiers, qui, là encore, n'a rien à voir avec le produit scalaire précédent.